La première sensation qui vous envahit la poitrine est comme un éclair inattendu, presque troublant, comme si une main invisible avait soudainement tiré le rideau sur ce que personne ne veut admettre. Un instant suspendu, un silence pesant. Puis la prise de conscience s'impose. Il y a quelque chose de profondément étrange à vivre dans un monde où chacun est constamment exposé, tandis qu'une poignée d'élus évolue en marge, totalement invisibles. Invisibles non pas parce qu'ils ont disparu ou se sont réfugiés dans des cavernes numériques, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas participer à ce défilé lumineux qui captive tous les regards. Et c'est là que surgit la première question troublante. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à rejeter l'appel presque hypnotique de cette exposition permanente? Cette question devint encore plus poignante lorsque je réalisais que moi-même, si présente dans certains espaces publics, je restais absente dans d'autres. Non par peur, non par arrogance, non par timidité, mais pour une raison que je ne parvenais toujours pas à nommer. Et c'est précisément à ce point d'inconfortable, dans ce territoire nébuleux entre ce qui est montré et ce qui est tu, que la figure de Carl Jung se révèle. Il apparaît ici non comme un maître distant, mais comme une présence qui s'insinue lentement, comme s'il marchait à mes côtés, me rappelant que la psyché humaine ne dit jamais seulement ce qu'elle semble dire. Selon lui, ce que nous cachons n'est pas nécessairement ce que nous craignons, mais ce que nous ne comprenons pas encore. Quand j'observe les personnes qui ne publient rien sur les réseaux sociaux, je constate que de nombreux commentaires simplifient à l'extrême un phénomène profondément symbolique. On dit de ces personnes qu'elles sont mystérieuses, qu'elles craignent le jugement, qu'elles tiennent à leur vie privée, qu'elles n'ont rien à prouver. Mais ces explications sonnent creux, comme des portes de papier qui tentent de dissimuler une tempête. Certes, elles peuvent être vraies dans certains cas, mais elles n'atteignent pas la racine psychologique du problème. Cette racine se trouve ailleurs, et c'est précisément cet autre lieu que Jung a tant mis en lumière. Le domaine où résident en nous les images que nous ne reconnaissons pas encore. Je me souviens de l'époque où, dans mes moments les plus sombres, je ne publiais rien non plus. Il n'était pas question de préserver quelque chose de sacré. À ce moment-là, je ne protégeais pas de mystère. Je survivais au poids d'une obscurité qui semblait sans limite. Il n'y avait ni noble motif, ni sagesse secrète. Il n'y avait qu'un silence qui semblait m'engloutir tout entière. Et il est curieux de constater que même aujourd'hui, alors que la vie n'est plus aussi pesante, l'envie de rester invisible persiste. Pourquoi ? C'est cette question qui m'a poussé à entreprendre une profonde introspection. Et au cours de cette introspection, j'ai réalisé quelque chose que personne n'avait dit. Les réseaux sociaux n'affectent pas seulement l'estime de soi, ils ne manipulent pas seulement la dopamine, ils n'érodent pas seulement la perception de sa propre valeur. Ils touchent à quelque chose de bien plus profond, la construction symbolique du soi. À chaque publication, chaque image, chaque jugement reçu ou anticipé, nous créons un petit masque. Et plus nous créons de masques, plus nous nous éloignons de notre véritable nature. Jung dirait que la persona, ce visage social, est nécessaire, mais que lorsqu'elle devient trop dominante, elle masque ce qui devrait émerger. Voici une hypothèse troublante. Peut-être que certaines personnes ne publient rien non par peur du jugement, mais parce que, même inconsciemment, elles refusent de se construire une personnalité supplémentaire. Peut-être existe-t-il en elles un refus silencieux de fabriquer des images qui ne reflètent pas leur véritable essence. Peut-être que leur malaise ne réside pas dans le regard des autres, mais dans le sentiment de se distancer d'elles-mêmes. Et cela soulève une autre question provocatrice. Combien de fois avez-vous montré au monde une version de vous-même que vous ne reconnaissiez pas pleinement? À mesure que cette réflexion s'approfondissait, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'encore plus intriguant. Le mécanisme de la dopamine dont on parle tant fonctionne parfaitement chez ceux qui participent au cycle de la visibilité, mais à l'effet inverse chez ceux qui s'en éloignent. Publier quelque chose éveille non seulement la curiosité quant au retour, mais aussi la peur de perdre le contrôle de son propre récit. C'est comme si chaque publication était un fragment d'âme emporté par le vent, sujette à des interprétations qui échappent totalement à nos intentions. Et certains d'entre nous le perçoivent intuitivement, comme s'il existait une boussole intérieure indiquant un point d'équilibre délicat entre présence et absence.
Jung dirait que l'âme se manifeste symboliquement lorsque nous tentons de comprendre ces mouvements invisibles. Peut-être alors l'invisibilité numérique est-elle le symbole contemporain d'une pulsion humaine ancestrale, protéger ce qui est encore en germination, ce qui n'est pas prêt à être dévoilé, non par honte mais par respect pour le processus intérieur, comme s'il existait un jardin souterrain silencieux où quelque chose croît à l'abri des regards. Et ce quelque chose exposé trop tôt risque de dépérir avant même de devenir un arbre. Mais ce choix recèle aussi une dimension sombre. L'invisibilité peut être un refuge, mais aussi une fuite. Elle peut protéger, mais aussi dissimuler une peur déguisée en sagesse. Et le reconnaître exige une honnêteté brutale de celle qui trouble plus qu'elle n'apaise. La grande question est, laquelle de ces forces est à l'œuvre en vous? La préservation de l'essentiel ou la peur de se dévoiler? La quête d'authenticité ou le refus d'affronter le regard des autres? Ces questions n'ont pas de réponse facile et c'est précisément ce qui les rend si fondamentales. La psyché ne se dévoile pas à la vitesse de l'éclair, elle se révèle dans le temps organique de la profondeur. Et c'est pourquoi ce sujet est si important. Il ne s'agit pas de publier ou non. Il s'agit d'identité. Il s'agit de notre part d'ombre. Il s'agit des choix qui façonnent notre présence au monde. Et au moment précis où cette pensée atteint son apogée, une dernière réflexion surgit, telle une étincelle. Et si la véritable raison pour laquelle certaines personnes ne publient rien était quelque chose dont elles n'ont même pas conscience? Et si, derrière cette apparente indifférence, se cachait un profond processus psychique qui cherche à émerger, silencieux, patient, attendant d'être compris? La réponse à cette question ne trouve pas entièrement sa place dans cette section. Elle exige une exploration bien plus profonde, la mise au jour de couches intérieures que nous n'avons pas encore osé aborder. C'est pourquoi je vous laisse avec une question qui risque de troubler plus qu'elle n'éclaire. Qu'est-ce qui, en vous, demeure invisible et pourquoi? Il existe un moment étrange, presque imperceptible, où un geste banal du quotidien se transforme en révélation. C'est peut-être lorsqu'on réalise qu'on a passé tellement de temps à faire défiler son fil d'actualité que le doigt semble agir tout seul, comme si ce geste était devenu une seconde nature. Ou lorsqu'on s'aperçoit qu'on a ouvert une application de réseau social sans même se rendre compte du moment précis où l'on a touché l'écran. Comme un réflexe, un appel silencieux. C'est précisément à ce moment-là qu'une question troublante se pose. À quel moment cesse-t-on de décider pour se contenter de répéter? Cette répétition commence toujours de la même manière. On se connecte une seconde, juste pour voir une mise à jour, et l'on découvre quelque chose de mieux que prévu. Une vidéo amusante, une belle image, un commentaire inattendu. Ce petit excès de plaisir active un mécanisme profond, ancien, presque primitif. Le corps est enclin à la répétition, comme s'il recherchait instinctivement la prochaine étincelle. Un discret courant de dopamine traverse le cerveau et le geste se répète. Un autre contact, un autre mouvement du pouce, une autre promesse. Peut-être quelque chose d'encore plus intéressant va suivre. Et c'est alors que Carl Jung semble surgir, non pas comme un théoricien, mais comme une présence qui observe et murmure. Es-tu vraiment maître de tes choix, ou es-tu guidé par quelque chose en toi que tu n'as pas encore identifié? Cette question se complique encore davantage lorsqu'on réalise que chaque interaction numérique, même la plus infime, est observée, analysée et restituée sous forme de stimuli calculés. La plateforme apprend vos goûts avec une précision troublante. Chaque j'aime devient une carte. Chaque seconde d'attention se transforme en formule. Et tout est organisé pour que vous receviez précisément ce qui vous captive le plus, mais jamais avec une régularité suffisante pour que vous puissiez en percevoir la logique. C'est comme si l'environnement lui-même avait été façonné pour être imprévisible, vous maintenant constamment dans l'attente. C'est une loterie émotionnelle où chaque glissement de doigt sur l'écran promet quelque chose qui ne viendra peut-être jamais, mais que vous vous obstinez à poursuivre. Cette omniprésence s'insinue dans les moindres détails de votre journée. Le matin, vous vous réveillez et consultez vos messages avant même de vous souvenir de votre propre corps. Au travail, vous essayez de vous concentrer, mais vos pensées vagabondent vers la notification qui a vibré il y a 5 minutes. Le soir, vous vous promettez d'aller vous coucher plus tôt,
Mais la lumière bleue de l'écran repousse le sommeil comme s'il existait un pacte secret entre l'écran et votre fatigue. Jung parlait de cette distanciation progressive de la conscience, un processus où la volonté se dissout et où l'individu commence à vivre dans un flux automatique de stimuli qui le maintiennent dans un état de semi-éveil. Ce n'est ni rêver ni être éveillé, c'est un entre-deux, l'endroit idéal pour la répétition vide de sens. Puis commencent les effets secondaires silencieux, ceux que personne ne remarque au début. Les conversations en face à face se raréfient. Les voix humaines s'éloignent de plus en plus, comme si la présence physique avait perdu de son importance. Il est courant de voir des groupes entiers assis à la même table, chacun penché sur son écran, riant de mondes différents tout en partageant le même espace. Et cette scène, si simple et si courante, devient un symbole troublant. Nous sommes proches, mais pas ensemble. La promesse de connexion se transforme en une soif permanente et insatiable. Il y a là quelque chose de profondément douloureux. Jung dirait que l'âme crée des images pour exprimer ce que les mots ne peuvent saisir. Et cette image moderne, la table pleine mais émotionnellement vide, est l'un de ces messages symboliques. C'est le portrait d'un manque silencieux. Des gens qui discutent toute la journée par message, mais qui ressentent une solitude grandissante, telle l'eau qui inonde lentement une maison. Une solitude inaudible, mais pesante. Une solitude qui naît précisément de la tentative de la réprimer. Le sommeil commence lui aussi à nous échapper. Qui n'a jamais éprouvé cette étrange sensation? S'allonger, fatigué, fermer les yeux et quelques minutes plus tard, ressentir une envie presque physique de reprendre son téléphone. Comme si un aimant invisible attirait notre main vers l'écran. Et puis on l'ouvre rapidement, juste 1 minute. Et quand on s'en rend compte, le petit matin est arrivé sans prévenir. L'esprit s'agite, se disperse, toujours en alerte, prêt à réagir à la moindre vibration. Jung disait que la vie se fragmente lorsque l'attention perd de sa profondeur, lorsqu'on passe d'un stimulus à l'autre sans laisser le temps à rien de s'installer véritablement en nous. Et c'est cette fragmentation qui engendre peut-être l'effet le plus dévastateur, l'incapacité à maintenir son attention. Non pas une attention artificielle, ni une attention anxieuse, mais cette attention profonde, silencieuse et féconde qui permet de penser clairement, de créer avec authenticité, de ressentir intensément. Le monde moderne, avec ses notifications incessantes, sape cette capacité. Chaque son, chaque vibration, chaque alerte devient une petite fissure dans l'esprit, une érosion continue qui semble inoffensive, mais qui transforme la psyché en un champ de bruit. Et là, un phénomène inattendu se produit. Face à ce chaos silencieux, certains réagissent instinctivement. Ils disparaissent, non pas du monde, mais des réseaux sociaux. Ils cessent de publier, ils cessent de s'exposer, ils cessent d'offrir des fragments d'eux-mêmes à ce cycle insatiable. C'est comme si un mécanisme intérieur profond et silencieux disait « ça suffit ». Et, sans même comprendre précisément pourquoi, ils obéissent. Jung dirait que l'âme sait avant l'esprit. Que parfois se retirer n'est pas une faiblesse, mais un retour à soi. Mais ce retrait soulève une autre question, plus troublante et plus énigmatique. Ce silence numérique est-il un remède ou un symptôme? Une forme de sagesse ou une blessure? Une protection ou une faille? La réponse n'est pas évidente. Pour certains, ce retrait révèle quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui n'avait pas la place d'exister tant il vivait dans le brouhaha incessant des notifications. L'absence de stimuli dévoile une présence intérieure étouffée, mais pour d'autres, ce silence ne fait que révéler un vide toujours présent, masqué par une distraction permanente. Et c'est précisément à ce moment-là qu'un tournant inattendu se dessine. Car le problème ne réside pas seulement dans l'impact des réseaux sociaux sur nous, mais aussi dans ce qu'ils révèlent de nous. Votre réaction face à l'addiction, à la répétition, au silence et à l'absence d'applaudissements en dit bien plus sur votre psyché qu'un simple « like ». Jung nous rappelait sans cesse que l'ombre se manifeste là où on l'attend le moins. Et peut-être votre rapport à l'exposition ou à l'invisibilité recèle-t-il des indices sur des aspects de vous-même que vous n'avez jamais osé affronter. La tension monte, presque comme un souffle retenu, car il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit. Quelque chose qui se cache derrière l'addiction,
derrière la fuite, derrière le silence. Quelque chose qui façonne non seulement les comportements, mais aussi l'identité. Quelque chose que l'on effleure, sans l'avoir encore nommé. Et c'est ce qui sera révélé dans la prochaine partie. Pour l'instant, laissez cette question résonner en vous, comme dans une pièce sombre où une porte vient de s'ouvrir. Que cherchez-vous exactement lorsque vous touchez l'écran? Et qu'évitez-vous exactement? Il y a comme un vertige silencieux qui nous saisit lorsque nous prenons conscience que la capacité à maintenir notre attention pendant 30 minutes est devenue un luxe rare. Non pas un luxe matériel, mais psychologique. Nous vivons dans un état de fragmentation constante, comme si notre esprit était tiré par des fils invisibles s'étirant dans des directions opposées sans jamais se rompre. Il est étrange de constater que, même lorsque nous souhaitons approfondir un sujet, une étude, un travail, une conversation, une pensée, une agitation physique se manifeste, comme si un animal impatient se débattait contre les barreaux. Carl Jung, toujours attentif à ce que révèlent les symptômes, dirait que cette incapacité à rester présent révèle une dissociation entre ce que nous recherchons consciemment et le flux souterrain des forces internes qui tentent de nous gouverner. Prendre conscience de cette dissociation, c'est comme se regarder dans un miroir brisé. On y voit son reflet, mais il n'est jamais complet. De petites interruptions s'insinuent dans toute tentative de concentration. Un contact, une vibration, un rappel soudain de quelque chose qu'on doit vérifier rapidement. Ce « rapidement » s'étend jusqu'à devenir toute la journée. Et quand on réalise enfin tout ce qu'on a manqué, un malaise s'installe, mêlant culpabilité et résignation. C'est comme si l'on était devenu l'esclave de ces petits bruits. Et d'où cette question dérangeante, presque brutale. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes concentré sur quelque chose jusqu'au bout, sans être happé par cette danse automatique de la distraction? Le plus troublant, c'est que cette addiction ne se manifeste pas de façon alarmante. Elle s'insinue subtilement, comme un brouillard qui se glisse aux confins de notre quotidien. Soudain, nous découvrons que nous passons plus de 3 heures par jour à naviguer, à glisser, à observer des vies qui nous importent peu. Ces heures se transforment en jours, puis en mois entiers, consacrés à une activité qui ne comble jamais, qui ne trouve jamais de conclusion, qui n'atteint jamais la profondeur promise. Jung parlait de la compulsion comme d'un symptôme de l'âme cherchant à attirer l'attention, non pas par désir de punition, mais par aspiration à la transformation. L'addiction, en ce sens, n'est pas seulement une prison, c'est un symbole, le signe que quelque chose en nous tente de s'exprimer, même de façon déformée. Lorsqu'on observe comment cet impact se répartit différemment selon les individus, notamment à l'adolescence, on réalise que le sujet est d'autant plus délicat. Certains se retrouvent piégés par une comparaison constante, comme s'il existait une norme inatteignable qui dictait leurs propres valeurs. D'autres se perdent dans la quête effrénée du plaisir immédiat, comme si chaque stimulation instantanée agissait comme un léger anesthésiant sur un malaise intérieur que personne n'ose nommer. Dans tous ces cas, une dynamique commune se dégage. L'individu tente de combler un vide qui refuse d'être apaisé. Et une autre question, aussi tranchante qu'une lame, surgit alors. Qu'essayez-vous précisément d'éviter lorsque vous recherchez toujours le soulagement le plus immédiat? Il est curieux de constater que nombre de personnes ayant disparu des réseaux sociaux, celles qui ont cessé de publier, de se mettre en scène, de performer, ne l'ont pas fait par conviction idéologique ou par pleine conscience. Certaines ont simplement réalisé que quelque chose clochait, quelque chose les sapait, quelque chose transformait leur vie en une succession d'instants planifiés pour être immortalisés plutôt que vécus. D'autres, en revanche, possèdent une structure psychique qui réagit plus intensément aux stimuli excessifs. Ce n'est ni de la faiblesse ni de la supériorité, mais de la sensibilité, comme si une alarme intérieure se déclenchait avant les autres. C'est l'âme qui dit « ceci n'est pas pour moi ». Et Jung dirait que l'âme ne crie jamais sans raison. Ce signal d'alarme peut se manifester dans des situations anodines, lors d'une soirée où chacun prend des photos et où l'on éprouve une étrange réticence à lever son téléphone, en voyage, où l'on réalise que contempler un coucher de soleil est plus intense que de le photographier, lors d'une rencontre entre amis, où l'on a le sentiment que quelque chose se perd quand quelqu'un tente de transformer l'instant en scène. Chacune de ces situations, aussi insignifiante soit-elle,
révèle une rupture profonde entre l'expérience et son enregistrement. Et c'est de cette rupture que naît une question inattendue. Que perd-on vraiment lorsqu'on ne transforme pas tout en exposition? Mais il y a aussi ces expériences encore plus quotidiennes, celles qui passent inaperçues, comme lorsqu'on essaie de se reposer quelques minutes et que notre téléphone vibre juste au moment où nos pensées commencent à s'apaiser. Ou lorsqu'on marche dans la rue et qu'on réalise que notre main se dirige vers notre poche par habitude et non par nécessité. Ou encore, lorsqu'on se surprend à imaginer à quoi ressemblerait un instant présent sur une photo, au lieu de simplement le vivre. Ces signes silencieux sont comme de petites fissures à la surface de la conscience. Leur répétition crée une sorte de fatigue spirituelle. Et alors se pose la question à laquelle personne ne veut répondre. À quel moment avons-nous commencé à vivre davantage pour enregistrer que pour ressentir? Malgré tout, certains résistent. Cette résistance n'a rien à voir avec la force, la discipline ou une supériorité morale. C'est une réaction intérieure qui ne s'explique pas uniquement par la raison. Quelque chose en eux refuse de se laisser pleinement absorber par ce flux de stimuli. Quelque chose les protège des excès. Et ce quelque chose observé de près révèle une dynamique fascinante, un mouvement psychique qui tente de préserver un espace intérieur non colonisé par le monde extérieur. Jung l'appellerait protection archétypale, une défense naturelle qui cherche à préserver l'intégrité du moi. Et c'est là, au cœur de ce mouvement, qu'une question surgit, telle une étincelle. Quelle part de vous-même cherche à rester intacte? Ce réflexe d'instinct de conservation recèle aussi du mystère. Car disparaître des réseaux sociaux ne signifie pas disparaître du monde. Au contraire, souvent c'est précisément dans ce silence que l'individu se redécouvre. Ceux qui cessent de publier commencent à percevoir des nuances auparavant noyées dans le brouhaha incessant. Ils redécouvrent des sensations oubliées, des pensées plus profondes, des rythmes intérieurs étouffés, mais ils font aussi la connaissance de leur part d'ombre. Ils découvrent d'anciens vides, des peurs enfouies sous un flot incessant de stimuli, des désirs jamais affrontés. Cette rencontre avec sa propre part d'ombre, comme nous le rappelait Jung, est toujours éprouvante, mais aussi libératrice. Et puis, soudain, un événement inattendu se produit. Une intuition. Une révélation si subtile qu'elle semble presque fortuite. La prise de conscience que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est la présence de soi. Ceux qui s'éloignent du superflu commencent à percevoir que leur esprit crée d'autres mouvements, d'autres connexions. Une créativité que l'on croyait éteinte se réveille. Une sensibilité en sommeil s'éveille avec force. Un sentiment de réalité, qui ne dépend ni des preuves, ni des archives, ni des « j'aime », revient en nous comme une lumière qui se rallume lentement. Et alors une question ultime se pose, peut-être la plus profonde de cette partie. Qui deviendriez-vous si vous retrouviez pleinement votre attention? Cette question n'appelle pas de réponse immédiate. Elle exige un temps de réflexion, elle exige une pause, elle exige du courage. Car ce qui se dévoile ici, ce n'est pas seulement l'impact des réseaux sociaux, mais la structure même de la conscience. Et la conscience, comme Jung l'a toujours affirmé, s'épanouit lorsqu'elle se confronte à ce qu'elle craint. Il y a quelque chose de profondément intrigant dans la façon dont certaines personnes se lassent. Ce n'est pas la fatigue physique ordinaire qui disparaît avec le sommeil ou le repos. C'est une fatigue qui surgit d'un point secret, presque invisible, comme si l'intérieur du corps était saturé de petites répétitions. C'est une fatigue silencieuse, mais qui influence des décisions capitales. C'est précisément ce type de fatigue qui a conduit nombre de personnes à abandonner la vie publique numérique, non par désintérêt ni par besoin de validation intérieure, mais par pur épuisement de leur propre âme. Carl Jung, avec sa sensibilité innée au mouvement profond de l'inconscient, dirait que cette fatigue est le symptôme de quelque chose d'ancien qui cherche à émerger. Un appel intérieur au retrait, comme un souffle qui aspire enfin à se faire entendre après des années de vacarme. Un jour, j'ai entendu une histoire curieuse. Une personne avait décidé, sans trop réfléchir, de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux pendant une semaine. Une semaine, pas plus. Une simple expérience. Mais ce qui s'est produit était totalement inattendu. Les 2 premiers jours, elle a ressenti un étrange manque, comme si elle se séparait de quelque chose d'essentiel. Le 3e jour, cependant,
Elle a remarqué quelque chose d'improbable. Son esprit s'est mis à produire des pensées plus longues, comme s'il reconquérait un espace qu'il n'avait pas utilisé depuis longtemps. Le 5e jour, elle a compris que ce silence numérique n'était pas une absence de stimulation, mais la reconquête d'un espace intérieur. Et le 6e jour, un malaise est apparu. Pourquoi n'existais-je pleinement que lorsque le monde ne me regardait pas? Cette question, surgie sans prévenir, a ouvert un vide émotionnel auquel elle ne s'attendait pas. De là découle une réflexion troublante. Publier sur les réseaux sociaux est-il vraiment une forme d'expression, ou dans bien des cas, une tentative involontaire de façonner son propre récit? Lorsque nous prenons la photo parfaite d'un instant, cherchons-nous à capturer l'instant lui-même, ou la sensation d'être vu en train de vivre cet instant? Cette frontière ténue entre vivre et jouer la comédie est plus fragile qu'il n'y paraît. Et voici la première rupture nécessaire dans le flux. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez vécu une expérience en pensant davantage à l'apparence du moment qu'à l'expérience elle-même? C'est là qu'intervient le phénomène que beaucoup appellent le lieu d'évaluation interne. Certains vivent pleinement un instant sans éprouver le besoin de le consigner ou de le valider. Ces personnes n'ont pas besoin d'approbation extérieure car elles reconnaissent la qualité de leur propre expérience. Face à un paysage magnifique, elles le ressentent simplement. Partageant un repas exceptionnel, elles le savourent pleinement. Nul besoin d'exposer, de commenter, de prouver, c'est une forme de liberté silencieuse. Mais cette liberté n'est ni simple ni facile. Elle requiert une force intérieure qui, selon Jung, naît lorsque l'individu apprend à écouter son âme plutôt que les attentes collectives. En revanche, il existe un phénomène bien plus subtil et bien plus répandu. L'épuisement émotionnel lié au fait d'être témoin chaque jour de versions idéalisées de la vie d'autrui. La comparaison automatique devient presque inévitable. Même en sachant pertinemment que l'image d'autrui ne reflète pas la réalité dans son intégralité, l'esprit crée de petites distorsions. Et de ces distorsions naît un malaise, une sorte d'érosion intérieure qui ronge la personne sans qu'elle s'en rende compte. Certains décrivent cela comme le poids des coulisses, cette étrange impression que sa propre vie est toujours incomplète comparée à la version glamour des autres. C'est ce type de perception qui mine l'estime de soi progressivement et silencieusement. Quelqu'un a raconté que sa décision d'arrêter de publier sur les réseaux sociaux faisait suite à un événement improbable. Lors d'une simple fête entre amis, cette personne s'est rendue compte qu'elle avait passé 20 minutes à essayer de prendre une photo suffisamment réussie pour être partagée. Lorsqu'elle a enfin obtenu un cliché qu'elle jugeait acceptable, elle a réalisé qu'elle ne se souvenait plus de ce dont parlèrent ses amis. L'instant présent lui avait échappé. Ce fut un choc. Cette personne a décrit cette sensation comme si elle se regardait de l'extérieur, comme si sa conscience s'était déplacée pour observer son propre comportement. Jung appellerait cela l'émergence de l'ombre, cette part de nous-mêmes que nous refusons de voir, mais qui révèle la vérité lorsqu'elle se manifeste. L'événement paraît banal, mais il a eu l'effet d'un véritable séisme intérieur. Et puis une autre question surgit, brisant le fil. Combien de moments avez-vous manqué en essayant de capturer des instants? Il existe aussi des histoires improbables concernant des personnes qui n'ont jamais rien publié, absolument rien, mais qui consommaient du contenu quotidiennement. Ce fameux comportement d'observation sans participation. Le plus curieux, c'est que lors d'une petite étude informelle, ces personnes ont toutes fait part du même sentiment, l'épuisement. Non pas un épuisement moral ni physique, mais un épuisement de leur propre perception. Elles ont expliqué que le fait de voir leur vie entière à travers le prisme des autres leur donnait l'impression d'être de simples spectateurs de leur propre existence. L'une d'elles a prononcé une phrase qui résonne encore aujourd'hui: « Je me sens comme un fantôme numérique. Je suis là, je vois tout, mais je n'existe pour personne. » Cette phrase révèle quelque chose de profond sur l'impact psychologique de l'absence d'expression dans un environnement qui exige une présence performative. Le plus curieux cependant, c'est que certaines personnes, même celles qui se tiennent à l'écart des réseaux sociaux, ne le font pas par conviction philosophique ou émotionnelle. Elles le font parce qu'à un moment donné, leur propre corps leur demande d'arrêter, comme une limite invisible qui se brise sans prévenir. Un homme m'a raconté qu'après 6 heures passées à regarder des vidéos courtes,
Il a simplement ressenti une étrange sensation de vide physique, comme si quelque chose lui aspirait son énergie hors de la poitrine. Il l'a décrite comme une fatigue intérieure et non extérieure. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de ne plus rien publier. Je ne voulais pas disparaître, mais je ne pouvais plus continuer comme avant. Ce sentiment, parfois, est la psyché qui tente de reconquérir son territoire. Jung dirait que la psyché nous avertit lorsqu'elle est blessée. Et voici une autre perturbation inévitable, lorsque votre corps vous a déjà dit d'arrêter et que vous n'avez pas écouté. Paradoxalement, les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les gens, mais ils produisent souvent l'effet inverse. Des données intéressantes le confirment. Les personnes qui se déconnectent des réseaux sociaux ne déclarent pas avoir moins de relations, mais des relations plus profondes. Certaines affirment qu'après avoir supprimé leur compte, leurs conversations ont été plus longues, leurs échanges plus intenses et leur perception d'elles-mêmes plus claire. Comme si l'absence du regard constant des autres avait réveillé une autonomie émotionnelle enfouie. C'est comme si le silence numérique laissait place à une présence plus authentique. Et puis survient une révélation qui surprend même ceux qui la vivent. Certaines personnes réalisent qu'elles n'ont jamais été aussi seules qu'elles le pensaient sur les réseaux sociaux. En réalité, la solitude ne provenait pas d'un manque de contact, mais d'un manque de contact authentique. En prenant leur distance, la solitude s'atténue. Une femme l'a décrit ainsi: « Je n'avais pas besoin de plus de gens, j'avais besoin de moins de stimulation. » Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une profonde signification psychologique. Jung parlait de la stimulation excessive comme d'une voie rapide vers la perte d'identité. Et c'est précisément ce que nous constatons aujourd'hui. Mais il y a quelque chose d'encore plus curieux, peut-être le plus surprenant. Certaines personnes qui ont cessé de publier rapportent qu'après un certain temps, elles ont commencé à ressentir plus de plaisir à vivre qu'auparavant. Ce n'était pas un plaisir extravagant, mais un plaisir simple, presque enfantin, comme savourer un mets délicieux sans songer à le photographier, comme marcher sans penser à le partager, comme exister sans la présence imaginaire d'un public. Un plaisir qui se révèle lorsque la vie cesse d'être un spectacle et redevient une expérience. Et je vous laisse ici avec la dernière question de cette partie. Une question qui demande peut-être du courage pour y répondre. Si vous viviez un moment absolument parfait, un de ces moments uniques, rares et précieux, auriez-vous envie de le vivre ou d'en parler sur les réseaux sociaux? Une réponse honnête à cette question en dira plus sur vous que n'importe quelle photo. Il existe un moment presque imperceptible où la vie change de texture. C'est comme un déclic silencieux, un bouleversement intérieur, quelque chose qui ne s'annonce pas brutalement, mais qui s'installe si profondément qu'on ne le perçoit qu'après l'avoir vécu. Quand quelqu'un cesse de publier, quand il se retire de la scène numérique et retrouve le plaisir de vivre sa vie sans public, ce moment arrive lentement, comme un souffle intérieur. Et ce souffle, pour beaucoup, est le début d'une transformation inattendue. Carl Jung dirait que c'est le moment où la conscience commence à rassembler des fragments trop dispersés, comme les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent à nouveau que lorsque le bruit cesse. Ce qui est curieux, c'est que cette transformation ne commence pas en grande pompe, elle commence dans les détails. Celui qui auparavant tout enregistrait perçoit désormais le goût des aliments sans penser à la photo. Il sent la caresse du vent sur son visage sans imaginer de légende. Il perçoit le silence de la maison comme une présence vivante et non comme une absence de son. Et ce changement semble trop infime pour être qualifié de révolution, mais c'est précisément là que réside son impact. Car, pour la première fois depuis longtemps, il commence à ressentir la vie directement, sans filtre, sans cadrage, sans la présence imaginaire d'un public. Cette sensation apporte une paix si inattendue qu'elle en est presque troublante. Cette paix, pourtant, s'accompagne d'une tension intérieure. Quand on cesse de tout enregistrer, ce n'est pas seulement l'habitude qui change. La perception de sa propre valeur se transforme également. Nombreux sont ceux qui découvrent que, sans validation extérieure, une question troublante surgit. Qui suis-je quand personne ne me voit? Cette question, en apparence simple, ouvre en réalité une profonde brèche. Cette brèche révèle de vieilles peurs, des insécurités oubliées, des désirs mal formulés. Et c'est précisément parce que cette question est si dérangeante qu'elle marque un tournant pour beaucoup.
Voici le premier changement inattendu. Le silence numérique ne se contente pas de libérer, il révèle. C'est précisément ce qui est arrivé à cette personne qui s'est retrouvée 10 jours sans téléphone portable après un vol. Les premiers jours, elle se sentait agitée, anxieuse, comme détachée du monde. Mais le 4e jour, quelque chose a changé. Son esprit a commencé à s'apaiser. Le bruit extérieur s'est dissipé et le bruit intérieur, celui qui avait toujours été étouffé, a commencé à se manifester clairement. Elle a perçu des peurs qu'elle n'avait jamais nommées, des souvenirs qu'elle avait refoulés, des rêves que des stimuli excessifs avaient mis de côté. Jung dirait que c'est la rencontre avec l'ombre, et que peu de choses sont aussi transformatrices que de réaliser qu'il existe des parties de nous-mêmes qui ne se révèlent que lorsque le monde entier se tait enfin. Et voici la première surprise. Beaucoup pensent que se déconnecter des réseaux sociaux isole, mais l'effet peut être tout autre. Certains affirment avoir commencé à mieux écouter leurs interlocuteurs. D'autres ont constaté que leur conversation était devenue plus profonde. D'autres encore disent qu'après cette période de distanciation, ils ont commencé à remarquer des détails sur les visages, des détails qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. C'est comme si le retrait numérique avait restauré leur capacité d'attention, et avec elle, la capacité de voir véritablement. Et une question troublante se pose alors. Notre présence constante sur les réseaux sociaux nous a-t-elle appris à voir sans observer? Cette tension s'intensifie lorsqu'on réalise à quel point notre cerveau a été conditionné à confondre validation et valeur. Pendant des années, on nous a fait croire que chaque geste devait être immortalisé, chaque réussite partagée, chaque émotion annoncée. C'est comme si nous avions créé une simulation de la vie elle-même, où chaque instant ne prend de l'importance que lorsqu'il est transformé en contenu. Et se libérer de ce conditionnement est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de publier. Il s'agit de défaire une habitude émotionnelle, de se défaire de l'idée qu'un public nous attend. Et dans ce processus, beaucoup traversent une sorte de retrait psychologique. Le corps s'habitue au rythme. L'esprit s'habitue au projecteur, et quand tout cela disparaît, un vide se crée. Mais ce vide est précisément l'espace où commence la reconnexion. C'est là, dans ce silence parfois inconfortable, que les fragments perdus commencent à revenir. Certains découvrent qu'ils aiment cuisiner sans prendre de photos. D'autres, qu'ils peuvent voyager sans rien dire à personne. Certains découvrent qu'ils dansent mieux quand ils ne sont pas filmés. Et certains réalisent que leur propre rire change lorsqu'il n'est pas enregistré. Des choses simples, certes, mais qui révèlent une vérité profonde. Pendant trop longtemps, nous avons vécu pour l'image que nous nous étions construite, et non pour la vie que nous ressentions. Jung dirait que c'est la division entre la persona et le soi, la division qui engendre la souffrance lorsqu'elle perdure. Et voici une petite nuance émotionnelle. Lorsqu'on retrouve son vrai soi, on découvre quelque chose d'inattendu. Vivre sans public peut être effrayant au début, mais c'est profondément libérateur ensuite. C'est comme enlever des vêtements trop serrés sans se rendre compte à quel point ils l'étaient. C'est comme respirer profondément après des années à ne respirer qu'à moitié. Cette libération apporte une force étrange, une confiance plus tranquille, plus mature. Ce n'est pas la confiance en soi feinte, celle qui recherche les applaudissements. C'est une confiance qui naît du sentiment d'exister pleinement, sans avoir à demander la permission. Et c'est précisément lorsque cette force émerge que se produit le second tournant. La personne réalise que ce n'est pas seulement le monde numérique qui change, mais aussi le monde physique. Elle commence à remarquer que son temps s'étire, que son attention s'affine, que son énergie revient et que la vie lui paraît moins pesante. C'est un changement qui s'installe lentement, mais qui s'accumule comme l'eau qui remplit un lac asséché. Le plus impressionnant, c'est que beaucoup disent ressentir plus de bonheur dans les petites choses que dans les grandes, comme si retrouver le moment présent revenait, en réalité, à retrouver son propre sens de la réalité. Et voici le moment le plus profond de cette étape, celui qui précède la conclusion. Lorsqu'une personne cesse de se construire pour les autres, elle commence enfin à se découvrir. Dans le silence, de vieux souvenirs ressurgissent. Dans le silence, des désirs oubliés refont surface. Dans le silence, la boussole intérieure apparaît, celle qui a toujours été là, mais qui avait été obscurcie par les notifications et les comparaisons.
Jung dirait que c'est à ce moment précis que l'individu commence à marcher vers son propre centre. Non pas le centre social, mais le centre psychique, le point où tout s'aligne et trouve sa cohérence. Et ici, alors que le récit semble se stabiliser, une tension finale surgit. Car en retrouvant cette présence intérieure, la personne prend conscience d'une chose parfois dérangeante. Elle ne veut plus redevenir celle qu'elle était. Elle ne veut plus être partagée entre vivre et être enregistrée. Elle ne veut plus mesurer sa valeur à l'aune du regard d'autrui. Elle ne veut plus composer avec ce qui la fragmente. Et, simultanément, elle ressent de la peur. Peur de prendre trop de distance, peur de disparaître numériquement, peur de décevoir. C'est un conflit silencieux mais intense, et c'est précisément ce conflit qui prépare le terrain pour la conclusion. Car la question finale qui se pose est simple mais profonde. Que se passe-t-il lorsqu'une personne retrouve sa propre voix dans un monde où règne le cœur? Il arrive un moment où tout ce qui s'est construit au fil du temps se révèle enfin clairement. C'est comme si après tant de couches qui se sont ôtées, après tant de questions restées enfouies et tant de silences révélateurs, la conscience respirait enfin profondément. Ce souffle marque le début de la fin, et simultanément le début de quelque chose de totalement nouveau. Car la véritable conclusion d'un voyage ne réside pas dans la dernière phrase, mais dans la transformation silencieuse qu'il provoque en celui ou celle qui le vit. Et c'est précisément cette transformation qui commence à se dessiner maintenant, tandis que vous écoutez ces mots et que vous réalisez, peut-être pour la première fois, qu'il est possible de vivre plus pleinement, plus honnêtement, plus en harmonie avec ce qui compte vraiment. Carl Jung disait toujours que la véritable transformation naît de la rencontre avec ce que nous évitons par peur. Et vous savez maintenant que l'une des choses que nous évitons le plus est précisément la présence profonde dans nos propres vies. Quand on décide de ne pas réduire son existence à une collection de fragments soigneusement mis en scène, un phénomène rarement évoqué se produit. Une nouvelle sensibilité à la réalité émerge. L'imperfection se teinte de texture. Le silence prend de la valeur. Les détails gagnent en profondeur. C'est comme si chaque instant retrouvait un poids particulier, incommensurable par les réactions numériques, mais uniquement perceptible par l'impact émotionnel qu'il laisse sur le corps. Ce changement est difficile à expliquer car il n'est pas linéaire. Il se ressent, il ne se comprend pas seulement. On commence par réaliser qu'on n'a plus besoin de prouver ce qu'on a vécu. Il suffit de vivre. Puis on réalise qu'on n'a plus besoin de se disputer une place dans une vitrine sans fin. Il suffit d'exister. Et puis, presque inconsciemment, on comprend que la vie, lorsqu'elle n'est plus constamment exposée, devient bien plus dense, bien plus intense, bien plus réelle. Mais ce changement ne se produit que lorsque nous reconnaissons une vérité fondamentale. La visibilité n'est pas synonyme de valeur. Nous avons vécu comme si chaque geste, chaque émotion, chaque fragment de notre histoire avait besoin d'un public pour être authentique. Comme si le monde numérique était un miroir indispensable pour confirmer notre identité. Pourtant, les moments les plus significatifs de notre existence, ceux qui nous façonnent véritablement, se déroulent dans la discrétion du quotidien, le chagrin qui nous plonge dans le silence, l'amour qui naît sans témoin, l'apprentissage tiré de l'erreur invisible, le courage que nous choisissons d'exercer en l'absence d'applaudissements. Tout cela se passe loin des regards extérieurs, et c'est peut-être précisément pourquoi ces moments possèdent une telle puissance. Jung disait que les expériences les plus importantes de la vie se vivent au plus profond de l'âme, et qu'elles n'ont pas besoin, et ne peuvent pas, être pleinement traduites vers l'extérieur. Pourtant, nous vivons comme si nous avions l'obligation de nous mettre en avant. Chaque réussite devient une publication, chaque paysage une preuve, chaque joie une performance. Et dans ce cycle, nous créons une profonde confusion entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Cette confusion nous ronge, nous fatigue, nous épuise. C'est une attente sans fin d'approbation, une vigilance constante envers soi-même, un besoin déguisé en besoin d'appartenance. Et lorsque nous réalisons enfin que ce n'est pas naturel, mais conditionné, quelque chose se brise. Une sorte de libération intérieure commence à se produire, même lentement. D'abord sous forme de fatigue, puis de malaise, et enfin sous forme d'un désir silencieux de se reconnecter à soi-même.
C'est à ce moment que beaucoup découvrent que le bonheur a toujours été là, simplement caché derrière des filtres, des attentes et des distractions qui fragmentaient l'attention et diminuaient la présence. Ce qui est intéressant, c'est que cette libération ne requiert aucun héroïsme. Elle ne vous oblige pas à supprimer vos réseaux sociaux, à disparaître ou à faire un geste radical. Le chemin est bien plus humain, bien plus simple, bien plus intime. Il commence par de petits choix. Comment résister à l'impulsion automatique de tout immortaliser? Comment laisser un beau moment rester secret? Comment vivre pleinement une émotion sans ressentir le besoin de la partager? Comment laisser la vie se dérouler sans retouche, sans légende, sans se soucier du point de vue? Le premier pas concret est le suivant: percevoir l'instant où l'impulsion surgit et, avant d'y céder, se poser une simple question. Pourquoi ai-je envie d'immortaliser cela? La réponse, lorsqu'elle est sincère, est déjà une transformation. La deuxième étape consiste à reconquérir son attention, non pas de façon spectaculaire, mais par de petites pratiques, presque imperceptibles. Fermer les yeux 3 minutes au réveil avant de toucher son téléphone. Accorder 5 minutes de concentration absolue à une chose simple comme boire de l'eau ou faire son lit. Marcher jusqu'au travail sans écouteurs, en étant simplement attentif aux sons environnants. Ces micro-présences, répétées tout au long de la journée, permettent de retrouver sa capacité à être pleinement présent. Jung disait que l'attention profonde est la porte de l'âme, et c'est précisément ce que l'on commence à retrouver lorsqu'on cesse de vivre de façon fragmentée par les notifications. La troisième étape consiste à se reconnecter à son propre rythme. Chacun possède un rythme émotionnel, mental et spirituel qui a été perturbé par un excès de stimuli. Lorsqu'on s'autorise à faire l'expérience du silence, celui-ci apparaît progressivement. Lorsqu'on s'accorde le droit de ne rien publier, il se renforce. Et lorsqu'on s'autorise à écouter ce qui émerge de ce silence, on découvre des aspects de soi-même oubliés, ses peurs inavouées, ses désirs profonds, ses intuitions les plus anciennes. Et alors, on réalise que ce n'était pas un manque de concentration, mais un excès de bruit. Ce n'était pas un manque de valeur, mais un manque d'espace. Ce n'était pas un manque de courage, mais un manque de pause. La quatrième étape consiste à accepter que certaines facettes de soi-même ne s'épanouissent que loin des regards. La créativité, par exemple, se développe au mieux dans l'anonymat émotionnel. La sensibilité s'épanouit loin de la comparaison. L'authenticité se renforce lorsqu'on n'a pas à la modeler pour correspondre au regard extérieur. Et la véritable joie, celle qui vibre dans le corps sans prévenir, naît lorsqu'on vit simplement l'instant présent, sans se soucier de son rendu à l'écran. C'est à ce moment précis que beaucoup disent percevoir le monde avec plus de nuances, ressentir leur corps plus intensément, accéder à des pensées plus profondes et appréhender les relations avec une plus grande clarté. La vie retrouve toute sa richesse. Et voici le point essentiel de cette conclusion. Tout ceci n'est pas une théorie. Ce n'est pas un manifeste poétique. Ce n'est pas une idéalisation du silence. C'est une pratique, c'est un choix, c'est une transformation accessible, c'est la décision de reprendre sa vie en main. Car lorsque nous cessons de jouer la comédie de l'existence et que nous recommençons à l'habiter, quelque chose de puissant se produit. Nous découvrons que nous sommes suffisants, même lorsque personne ne nous regarde. Cette découverte, si simple et si radicale, est ce qui change tout. Elle restaure l'autonomie, l'humanité, la profondeur. C'est comme enfin trouver en soi un espace où aucune comparaison ne peut nous atteindre, où aucun jugement ne peut nous parvenir, où seul existe ce que nous sommes. Et c'est précisément ce que je souhaite laisser comme symbole final de ce voyage. L'idée que l'on peut choisir de vivre des moments si intenses, si profonds et si réels qu'on en oublie même l'existence de son téléphone portable. Ce choix n'est ni une fuite, ni une résistance, ni de la nostalgie. C'est la maturité émotionnelle, la sagesse ancestrale, le bien-être mental, la liberté. C'est ce que Jung appellerait un retour au soi, un retour au centre de l'être, là où la vie trouve son sens non pas parce qu'elle est partagée, mais parce qu'elle est vécue avec authenticité. Maintenant, au terme de ce voyage, je vous invite à passer à l'action. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle a touché une corde sensible en vous,
Si elle a réveillé un souvenir, un désir, une question, alors faites ceci. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire, même anonyme, même un seul mot, et abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour vous mettre en avant, ni pour vous faire accepter, mais parce que votre geste permet à ce contenu d'atteindre d'autres personnes qui ont peut-être justement besoin de cette bouffée d'air frais, de cette réflexion, de cette pause dans le tumulte. Et surtout, parce que peut-être aujourd'hui est le jour où vous décidez de commencer à vivre avec plus de présence, plus de vérité et plus de silence, non pas pour disparaître, mais pour enfin exister.